Meuzois, directrice RSE du groupe Pierre et Vacances. Non. Bon, et une nouvelle qui vient de tomber, comme on dirait. Kalima Deli, qui devait intervenir effectivement depuis Bruxelles, qui est l'eurodéputée présidente de la commission tourisme. Apparemment, elle est malade, donc elle ne sera pas avec nous en lien vidéo comme c'était prévu avec les essais en plus qu'on avait fait hier. Donc on sera tous les trois, vous serez là tous les trois, donc pour témoigner. Donc on va regarder l'heure, il est 11h11 très exactement. Donc on va commencer, l'idée c'était d'intervenir un peu 5 minutes chacun, puis ouvrir après avec la salle, toujours sur le même système, avec SparkUp. Donc autour de l'adaptation. L'idée, c'est donc d'intervenir avec Benoît Léniel sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du changement climatique en Normandie, puisque vous avez fourni des données, donc vous allez nous en faire part. Au niveau de la France, quel est l'impact exact du tourisme sur les émissions de gaz à effet de serre? L'ADEME a donc publié un bilan, donc vous allez nous en parler, Aude. Alors j'ai vu que dans votre titre, vous, c'est coordinatrice nationale tourisme. Il n'y a pas le mot durable. Non, c'est fini. Non, c'est volontaire. En fait, j'ai voulu le retirer parce que pour moi, il doit de fait être durable. Alors c'est vrai que j'entendais ce terme durable peut-être un peu galvaudé. Alors peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à autre chose. Mais moi, j'avais envie d'être que tourisme, en fait. Il n'y avait pas besoin de faire une niche. Et avec vous, Émilie Ries du Meuzois, donc vous êtes un gros dans le secteur du tourisme. Et vous êtes en train d'interroger votre business model. Donc, vous nous direz un peu comment vous êtes en train de vous adapter, comment vous prenez le sujet des émissions carbone, comment vous prenez votre part de responsabilité. Et donc, Bruxelles, non, on n'ira pas faire un tour à Bruxelles. Pourtant, c'était intéressant puisque le Parlement, peut-être que vous le savez, a voté moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc c'était de voir comment on allait y arriver à suivre cette trajectoire dans le tourisme. Alors on commence avec vous. Donc si vous avez des questions, et surtout vous pouvez les transmettre via SparkUp pendant les 20 minutes où on va échanger ensemble pour que vous puissiez prendre la parole après à travers la douce voix de Clémentine. Alors qu'est-ce qu'on sait donc du changement climatique en Normandie ? Cet été, on a vu le dôme de chaleur au Canada, 50 degrés, on a eu les inondations catastrophiques en Allemagne, en Belgique, il y avait même des forêts, des incendies aussi en Sibérie. Qu'est-ce qui se passe en Normandie ? Vous avez produit donc des chiffres, des choses très tangibles. Effectivement. Le changement, c'est aussi pour maintenant déjà en Normandie. Exactement, c'est une réalité en Normandie. On aurait pu parler aussi du changement climatique à l'échelle globale, parce que je suis expert également à l'échelle dans le GIEC international. Et les exemples que vous avez cités sont intéressants parce que c'est ce qui nous attend. L'augmentation sur une même saison, l'augmentation des contrastes entre des pays qui vont subir des inondations et d'autres qui vont subir des sécheresses et des feux, c'est vraiment ce qui nous attend dans les projections. Alors, pour la Normandie, oui, effectivement, il existe un GIEC normand, à l'instar du GIEC international. L'idée, ça a été mis en place par la région normande, était donc de mettre autour de la table des experts sur différents thèmes pour faire une synthèse sur l'état des lieux et des connaissances sur le changement climatique et ses conséquences. Donc nous avons établi un rapport, comme le GIEC international, et dans ce rapport, effectivement, on montre que le changement climatique, comme sur tout le territoire français d'ailleurs, est une réalité en Normandie. Toutes les stations météorologiques montrent des augmentations de température, on voit qu'on a une augmentation du nombre de jours de chaleur, une diminution du nombre de jours de neige, du nombre de jours de gel. Ça, c'est vraiment une constatation dans les données existantes. Dans les projections, on va aller aussi vers une augmentation des températures. Là, tout dépend justement des scénarios d'atténuation. Il y a plusieurs scénarios d'atténuation. Il y a celui vers lequel on voudrait tendre dans le cadre de la COP21, celui des 1,5 degrés. Le dernier rapport du GIEC indique que malheureusement, ce 1,5 degré vers lequel on voulait tendre vers 2100, on va l'atteindre au vu des émissions de gaz à effet de serre dans 20 ans. Donc les conséquences seront forcément très néfastes. Donc les scénarios pour la Normandie, pour l'instant, le scénario optimiste des 1,5 degrés, on ne va pas vers ce scénario. Et c'est bien dommage pour la Normandie parce que clairement, avec un scénario 1,5 degrés, on pourrait arriver à s'adapter
pas trop difficilement, je dirais. Donc on est plutôt sur les autres scénarios. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur les autres scénarios? La température va continuer à augmenter et ce qui nous inquiète, c'est surtout les événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on voit que les fortes chaleurs supérieures à 30 degrés vont augmenter avec un contraste régional. On va aller à l'intérieur des terres jusqu'à plus 40 jours par an de jours de très forte chaleur et de canicule. Sur le littoral, on est plutôt à 10 jours. On voit également que tout ce qui est précipitations intenses, tempêtes vont augmenter, donc ce qui veut dire des inondations supplémentaires, une élévation du niveau des mers. Chaque rapport du GIEC, on voit à la hausse l'élévation du niveau des mers. Il y a encore, dans le dernier rapport, on était à 60 cm, maintenant on est à 1,10 m d'élévation du niveau des mers. Alors bien évidemment, ça va avoir un impact sur le tourisme, parce que clairement, on peut parler littoral. Sur le littoral, ça veut dire quoi, une élévation du niveau des mers? Un effet conjoint, élévation du niveau des mers et tempête, ça veut dire des inondations, des zones basses, des inondations aussi du fait des tempêtes plus régulières. Actuellement, les inondations par les tempêtes, c'est quand on a des tempêtes majeures. Nos projections montrent que le fait qu'on ait une élévation du niveau des mers, eh bien, puisqu'on rehausse ce niveau, on n'a plus besoin de tempêtes majeures pour passer les digues, une tempête moyenne va suffire. Donc ça montre qu'on aura davantage d'inondations et un recul du trait de côte, donc forcément qui va affecter le tourisme. Alors, bien évidemment, derrière, c'est comment s'adapte-t-on? Comment s'adapte-t-on à ces phénomènes? Et là, la difficulté, c'est que ça doit être une concertation menée avec l'ensemble des acteurs, et notamment les élus. Parce que quand on prend le cas du littoral, il n'y a pas 30 000 solutions, il y en a 3. Soit on laisse faire, mais on ne préconise pas vraiment ça, parce que les coûts humains, les dégâts seront énormes, et en termes d'assurance, à un moment donné, ça ne suivra pas. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit on protège. Effectivement, on peut protéger certaines zones, mais on ne peut pas tout protéger, parce que l'eau, elle rentrera quelque part. Donc à un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des zones tampons. Un bon exemple, c'est aussi l'estuaire de Seine. Quand on prend le Havre, justement, on peut se poser la question, effectivement, il faut peut-être protéger le Havre. Mais vous voyez, l'eau, on réaugmente les digues, l'eau va rentrer, mais elle va inonder derrière. Donc il faut accepter des endroits où on inonde. Voilà. Donc c'est toute la problématique. C'est toute la problématique qui est mise sur la table. Comment on s'adapte et certains pays sont en avance. Je pourrais prendre le cas du Japon, des Pays-Bas. Les Pays-Bas acceptent d'abandonner des portions de territoire. Ils ouvrent les digues en disant on va inonder ici pour mieux protéger ailleurs. Voilà. Donc il y a un repli stratégique à effectuer, c'est ça? Oui, bon, le mot, on va appeler repli stratégique, ça peut être appelé aussi relocalisation des populations, et ça auprès des maires, ça passe pas forcément. Mais à un moment donné, il va falloir réfléchir à cette relocalisation stratégique. Et c'est justement cette deuxième phase du GIEC. On a fait l'état des lieux au cours on avait une première phase d'état des lieux, et maintenant on est en train de rencontrer tous les acteurs du territoire, dont les élus, bien évidemment, pour réfléchir ensemble, parce que ce n'est pas les scientifiques qui vont dire il faut faire ci ou ça. Ça se réfléchit tous ensemble. Voilà. C'est vraiment comment s'adapte-t-on aux nouvelles situations. Et donc là, vous faites le tour des popotes, je dirais. C'est exactement ça. La deuxième phase du GIEC normand, avec la disponibilité qu'on peut avoir, c'est vraiment de rencontrer tous les acteurs, les industriels, chambres d'agriculture, élus, pour présenter ces travaux, pour justement mettre en place ensuite une phase de réflexion sur l'atténuation, parce qu'il faut toujours atténuer les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est assez simple à comprendre. Plus on atténue, mieux on pourra s'adapter. Et puis, effectivement, réfléchir à cette adaptation, parce que je dirais, en France, on est en retard. Autant on a quand même bien avancé sur l'atténuation, mais sur l'adaptation, il y a vraiment du retard. Et on a, si on regarde aussi bien le GIEC normand, les experts ou les experts internationaux, on est sur 10 ans. Voilà. On dit qu'à peu près on a 10 ans pour agir, donc 10 ans c'est court. Et puis quand je dis 10 ans, c'est pas dans 10 ans. On réfléchit aux mesures à prendre tout de suite et on les hiérarchise au cours des 10 années.
Et alors vous pensez qu'il faut surtout agir d'une manière urgente en Normandie, par exemple, quand on voit le trait de côte, quand on voit les tempêtes, il faut agir sur quoi d'abord? Alors, là, typiquement sur le trait de côte, c'est d'avoir une réflexion, quelles sont les zones qu'on abandonne à la mer. Voilà, quelles zones peuvent servir de zones tampons. Voilà. Alors le souci aussi, c'est que protéger, il y a certaines zones, il faut bien comprendre que protéger, ça n'a quasiment pas de sens, hein, parce que c'est inéluctable le recul du trait de côte. On peut protéger pour se donner du temps. Mais un bon exemple, hein, si vous mettez des digues et vous rehaussez des digues, puisque la mer va venir vers vous, à un moment donné, on n'a plus de plage. Donc, vous voyez, pour le tourisme, si on accepte un recul stratégique, on décale les choses et la plage va toujours exister. Mettre une digue, à un moment donné, l'eau arrive au niveau de la digue et il n'y a plus de plage. Donc, vous voyez, protéger, c'est quand même, il faut vraiment bien réfléchir les zones vraiment qu'on doit protéger et pour se donner du temps finalement. Alors on reviendra effectivement avec vous et vos questions sur cette question. Alors on va voir maintenant avec l'ADEME, puisqu'on nageait en plein flou, il faut bien l'avouer, vous avez pris à bras le corps la situation et publié en juin dernier un bilan très précis des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. Alors Aude, vous allez nous présenter dans un premier temps effectivement les grands enseignements de cette étude. Oui, bonjour à tous. Donc c'est une étude effectivement qu'on a lancée et publiée l'été dernier. L'objectif, c'était vraiment de faire un état des lieux, de savoir où on en est en France sur les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur, pour avoir vraiment un indicateur et un marqueur de temps, et mieux identifier quels sont vraiment les facteurs d'émission pour ensuite pouvoir dresser des plans d'action qui soient pertinents en France, et puis on espère que ça puisse être décliné dans les territoires avec des plans d'action régionaux, départementaux, etc. Donc cette étude, c'est vraiment une première en France et même au-delà des frontières, puisqu'elle s'appuie sur l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, et aussi parce qu'elle s'appuie sur des données vraiment d'activité. On n'est pas sur de la reconstitution de données à partir de données économiques, on est vraiment sur ce qui se passe sur le terrain, donc on est sur de la donnée réelle. Alors quelques éléments d'enseignement. Je tiens juste à signaler qu'il y a un webinaire aussi en complément. On pourra transmettre le lien qui sera la semaine prochaine pour présenter de manière très détaillée les résultats de l'étude. Mais alors quelques enseignements clés. Déjà, comme le disait Guillaume tout à l'heure, donc le secteur représente 11% des émissions nationales de gaz à effet de serre, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc c'est déjà voilà, ce marqueur de temps, cet indicateur qu'il faudra actualiser tous les 2 ans et on s'y attellera. Ces 11%, comment ils se décomposent? Alors pareil, pas de grande découverte, mais au moins on a de la donnée maintenant. 3/4 des émissions sont liées au transport. Donc il faut savoir qu'on considère le transport des voyageurs, donc des touristes en France, donc français en France, et des étrangers qui viennent en France. Ça ne tient pas compte des Français qui partent à l'étranger? Non, on est vraiment dans le tourisme réceptif et le tourisme en France. Et ensuite, le quart restant qui concerne donc les hébergements, les restaurants et les achats de biens, de services, etc. pendant le voyage. Point d'enseignement intéressant, c'est qu'on a dressé différents profils de touristes en fonction du mode de transport, de la destination, de la durée du séjour, et on les a mis au regard de la trajectoire qu'il faudrait, de la cible, en fait, de l'empreinte carbone annuelle cible d'un Français en 2050, selon les scénarios du GIEC, avec les 2 tonnes CO2. Et ce que l'on en conclut, en fait, c'est que 5 sur 6 des schémas consomment en l'espace de quelques jours 10% du budget annuel que devrait émettre un Français au maximum. On voit même qu'en l'espace de un aller-retour, un séjour de 7 jours, le deuxième profil sur le graphique consomme en une fois, du coup, en 7 jours, le budget annuel des émissions de gaz à effet de serre, donc dans tous les domaines de sa vie. Donc on voit bien avec ce graphique que les schémas de développement du tourisme aujourd'hui ne sont absolument pas compatibles avec les engagements pris par la France dans l'accord de Paris. Donc il y a vraiment une nécessité de transformation des modèles sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et comme on disait, il va falloir être assez radical dans la conception des modèles et dans notre pratique du tourisme. C'est-à-dire faire une croix sur les touristes étrangers, c'est ça? Alors, c'est le point d'après. Alors après, chacun tire les conclusions qu'il veut. Nous, on fait un constat de la situation.
Si on peut passer à la slide d'après. Là, c'est un autre point intéressant qui est justement qui met au regard les émissions du tourisme interne versus le tourisme réceptif. Donc, sur le graphique de gauche, on a une présentation du nombre de nuitées et des émissions de gaz à effet de serre. En bleu foncé, vous avez le tourisme interne et en bleu clair, le tourisme réceptif. Et donc là, ce que l'on tire comme enseignement, c'est que 70% des nuitées sont réalisées par des Français, 30% par des touristes étrangers, et qu'à l'inverse, 64% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au tourisme réceptif. Alors pourquoi ? Ça, c'est le graphique de droite qui présente la décomposition des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sont majoritairement liées au transport, donc c'est le bloc bleu. Pourquoi ? Parce que forcément, les touristes étrangers pratiquent des distances beaucoup plus longues pour venir, et bien souvent en avion, qui est beaucoup plus émetteur, donc d'où ce résultat. Et c'est vrai que l'avion, c'est sur la part des transports, c'est combien ? Sur les émissions GES, on a 40% d'émissions qui sont liées à l'avion. Donc 40% des 70%. Oui, même des 60%, parce que sur les 70%, il y a 60% qui sont liés au trajet pour venir sur le lieu de vacances. Et sur ces 60%, 70% sont liés à l'avion. 40% sont liés à l'avion. Mais vous avez un diagramme dans le rapport de l'étude qui présente vraiment ça en détail. Et encore une fois, le webinaire rentrera vraiment sur les points très méthodologiques s'il y en a personnes qui veulent. Et alors, comment a été reçue votre étude par la presse ou par les compagnies aériennes étonnamment, par les compagnies aériennes, on n'a pas eu forcément de retour, mais on a eu un très bon accueil de la presse. Vraiment, les retours ont été très positifs, et vraiment ce qui a été approuvé, c'était d'avoir ce marqueur de temps, d'avoir cet indicateur, avoir vraiment un état des lieux. Comme je disais, on se doute bien que le transport a un point important. Là, le fait, ce qui est important, c'est d'avoir des chiffres et ensuite de pouvoir reproduire cette étude dans le temps et de voir comment ça évolue. Est-ce que les actions mises en place ont un effet sur les émissions ? Quelle est la trajectoire carbone prise par le secteur ? Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas ? Est-ce qu'il faut accélérer dans la transformation ? Voilà, c'est vraiment ça qui est important pour nous, et on veut renouveler cet exercice très fréquemment. Tous les combien, par exemple ? Ce qui serait pertinent, c'est tous les 2 ans. À fréquence moins importante, ce ne serait pas très pertinent, mais tous les 2-3 ans, essayer de faire un marqueur. Alors après, ça reste à l'échelle nationale. Nous, on invite bien sûr à ce que les acteurs territoriaux se saisissent aussi de cette question et fassent les mêmes exercices. Et d'ailleurs, dans cette idée, on publiera courant d'année prochaine un guide méthodologique pour le secteur, pour qu'il soit en mesure, justement, avec une méthodologie commune, de produire ces indicateurs. Et alors, quels sont les leviers que vous préconisez pour agir sur ces émissions, sur la décarbonation du secteur ? Décarbonation du secteur, oui. Alors, pareil, dans l'étude, il y a tout un volet sur quelles sont les pistes d'action. Moi, je ne vais pas faire une liste d'actions concrètes de qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que c'est vraiment propre à chaque territoire en fonction de ses spécificités d'agir. Mais par contre, dans la logique, ce qu'on peut retenir, et c'est de ça qu'il faut s'emparer, je pense, c'est, premier point, il y a 3 leviers. Un, c'est la sobriété. Donc s'interroger, on l'a évoqué en propos introductif, comment réduire, comment faire autrement. Donc voyager moins souvent, voyager moins longtemps, s'interroger sur pourquoi on voyage, dans quel pays, qu'est-ce qu'on veut en apprendre. On n'est pas juste là pour consommer le lieu, comme on disait. Il y a la question de l'efficacité énergétique, par exemple, qu'on peut appliquer sur tout, sur l'hébergement qu'on va choisir, sur le mode de transport, et aussi la question de la décarbonation, qui est intéressante, qui est importante. Sur un plan d'action, il faut aussi s'atteler à l'offre et à la demande sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit l'hébergement, les transports, l'alimentation avec la restauration, les activités. Donc voilà, ça c'est vraiment les grands axes. Et après, si on veut aller plus loin, les enjeux clés, on a bien vu que c'était au niveau des transports, hébergement, restaurant. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir en priorité. Sur les transports, s'interroger effectivement, est-ce que l'avion est vraiment incontournable ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt des possibilités d'utiliser le train, des transports en commun ? Voilà, essayer de développer des offres autour de ça. Pour les hébergements, les gros enjeux, ça va être tout ce qui va être la rénovation des bâtiments, le développement des énergies renouvelables.
Ça, c'est vraiment clé. Et puis un sujet sur lequel il va falloir vraiment se pencher, c'est l'artificialisation des sols. Et je suis très contente qu'en propos introductif, ça ait été mentionné, parce que faire un hôtel écolabel en rasant une forêt, ok, il est écolabel, il est labellisé, mais au final, si on a détruit un espace, une biodiversité, la démarche, elle est à zéro, quoi. Donc il y a vraiment cette question à investir. Et en France, voilà, il y a des engagements qui ont aussi été pris par l'État. Donc je pense qu'il faut que le secteur s'inscrive là-dedans. Et sur la restauration, les enjeux clés vont être autour de l'alimentation. On l'a bien souligné également en introduction, avec les produits locaux, certes, mais bon, voilà, la part carnée, c'est un gros point d'interrogation aussi. Je pense qu'il y a plein de régimes alimentaires, il y a des nouveaux régimes alimentaires, et je pense qu'il faut aussi les introduire. Et puis voilà, je pense qu'on a... Puis aussi peut-être la politique stratégique, non, de la France. Oui, alors bien sûr, ça, effectivement. Il y a cette question de la gouvernance, donc, qui est au niveau national et qui est aussi au niveau des différents échelons régionaux, départementaux et locaux. C'est vrai que le secteur est très transversal et il y a vraiment une nécessité de ramener du lien entre les acteurs économiques, entre les services économiques, les services environnementaux, transports. Il y a vraiment ce besoin-là et ce besoin aussi de mesurer l'impact. Donc tout ce que je viens de dire, c'est vraiment bénéfique pour la trajectoire. Et adossé à la trajectoire, il est essentiel aussi de s'impliquer dans une réflexion autour de l'adaptation au changement climatique. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas c'est la position de l'ADEME. Il faut agir sur les trajectoires pour réduire les émissions carbone, les émissions des gaz à effet de serre, mais aussi agir sur l'adaptation. L'ADEME est très engagée sur le sujet. On a fait déjà un gros travail auprès des collectivités. Sur le secteur du tourisme, d'après les retours qu'on a et des enquêtes qu'on a pu mener, il y a des démarches, mais il y a un gros enjeu de sensibilisation, vraiment, pour montrer qu'en fait, on y est déjà, il y a déjà des impacts. Et il faut s'y atteler tout de suite. Donc l'année prochaine aussi, ça va être des gros sujets pour nous, entre les bilans GES et l'adaptation, puisqu'on veut sortir un guide méthodologique aussi pour accompagner le secteur. Donc voilà, artificialisation des sols, adaptation, trajectoire, c'est vraiment les 3 gros sujets sur lesquels on veut accompagner le secteur très rapidement. Donc, et garder en tête qu'on a droit à 2 tonnes, c'est ça, de CO2 par an pour rester... On s'appuie sur les scénarios du GIEC, oui. Et donc, sur la politique effectivement touristique, se dire qu'on l'avait peut-être un peu oublié, le tourisme de proximité, mais là, on l'a bien vécu depuis 1 an ou 2 avec le Covid. Donc, ça, c'est aussi une piste. Quand même, le tourisme domestique, vraiment, que la France joue cette carte-là plutôt que d'aller chercher des touristes. C'est vrai que ça s'est amplifié. Bon, on a bien vu on le voit dans le graphique. Hein. Aujourd'hui, la majorité des touristes en France sont quand même des Français, donc c'est pas une nouveauté, mais ça s'est un petit peu amplifié. Juste point de vigilance aussi sur lequel je voulais revenir, c'est sur le développement des nouvelles formes de tourisme. On voit l'écotourisme, l'agritourisme, le slow tourisme, il y a plein de noms maintenant. C'est très bien, mais moi je veux vraiment alerter sur l'impact environnemental de ces mesures, au même titre que l'exemple de l'hôtel labellisé qu'on construit, mais on a rasé une forêt ou on envahit un écosystème. Ces démarches-là sont très bien, mais il faut s'interroger quand même sur l'impact environnemental que ça a derrière. Et très souvent, on développe ces activités en disant « tiens, c'est bien, on développe un circuit avec une trottinette électrique ». Mais voilà, quel impact ça a vraiment sur l'environnement, sur l'écosystème voilà, je trouve que c'est un peu manquant et ça mérite d'être remis dans le débat. Merci beaucoup. Émilie Reiss, donc, on prononce comment votre nom? C'est bien, Reiss, Ries, ok. Émilie Ries de Meusois, donc directrice RSE du groupe Pierre et Vacances et Center Park. Alors comment une grande entreprise comme vous, leader quand même sur le secteur des résidences, ça fait 50 ans maintenant, comment on fait bouger un grand paquebot comme celui-là? D'abord, est-ce que les études telles que vous venez de le voir, qui étaient sorties donc avant l'été, est-ce que vous vous en êtes servi? Comment vous le prenez, vous? Oui, je pense que le terme c'est celui-ci, c'est comment est-ce qu'on fait bouger les choses, et c'est pas facile. Hein. On essaie de le faire. Le sujet, c'est l'accélération quand même là. On voit à quel point on est de plus en plus. Et je pense l'ensemble des touristes sont aussi conscients. Lamia tout à l'heure parlait de dissonance cognitive, c'est des gros termes pour dire qu'en gros on sait ce qui se passe et pour autant on n'a pas encore les clés pour agir. Donc
Concrètement, nous, ce type d'études nous aide beaucoup parce que le sujet en interne, c'est d'accompagner à la prise de conscience pour que les solutions soient prises maintenant. Donc, quelle solution? C'est typiquement le bâti, c'est en effet, vous parliez de forêt. Donc, c'est sûr que Center Parcs, c'est un concept qui s'est depuis longtemps développé dans des forêts. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça qu'on a décidé de ne plus le faire et d'aller vers autre chose qui soit tout aussi sympa, avec notamment cette trajectoire de ZAN, le gros terme pour dire prenons le sujet de l'artificialisation des sols en compte dans le choix de notre bâti ou dans le choix des terrains. Alors ça, en fait, la difficulté, c'est pas de connaître le constat et d'avoir les solutions. La vraie difficulté, c'est, vous parliez de paquebot, c'est en effet, c'est d'emmener l'ensemble des collaborateurs, des décideurs de l'entreprise à ce que ces décisions, elles soient comprises, donc qu'ils comprennent pourquoi l'artificialisation est la solution. Enfin, limiter l'artificialisation est un vrai sujet, notamment en termes de cycle de l'eau, en termes d'enrichissement des sols, etc. Enfin, tous les sujets, on les connaît, mais c'est de leur faire comprendre, et des études, en effet, comme celle-ci, permettent déjà de se situer. Donc nous, on voit très bien que Pierre et Vacances, on est donc des résidences de tourisme. On ne propose pas, en l'occurrence, de transport, mais on est quand même dans un tourisme qui est très local. On est complètement dans la moyenne d'un hébergement, de l'impact d'un hébergement. Sur Center Parcs, qui est un concept qui est plus énergivore, on voit, en effet, on peut mettre des chiffres, en fait, de se dire on est bien au-delà de la moyenne. Après, ce qui est intéressant, nous, dans notre offre de tourisme, et c'est pour ça qu'on essaie aussi d'être une des solutions de l'adaptation du tourisme, de l'impact du tourisme, c'est qu'on propose des destinations qui sont proches. Les clients Center Parcs ne viennent pas en avion, et ils sont en moyenne à 250 km de distance. Donc oui, ces études nous aident, et donc comment est-ce qu'on emmène l'ensemble des personnes? C'est déjà, on cartographie les sujets. Et vous avez fait l'empreinte carbone de votre activité? Oui, bien. Ouais. Du coup, ça nous permet de la faire. On l'a fait aussi par marque, pour bien dissocier. Pareil, par les groupes, ça parle chez nous pas du tout. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, la marque Pierre et Vacances, les décisionnaires de Pierre et Vacances, c'est qu'en gros, 80% de l'impact du séjour vient du transport, sur lequel on n'a pas nous-mêmes un levier direct, mais cependant, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Le secteur du tourisme étant très composite, d'avoir une proposition de valeur pour le client. Et il faut mettre le client au centre en pensant à son parcours client, en se disant est-ce que c'est tout aussi pratique de prendre le train, d'avoir quelqu'un qui vous attend vraiment à la gare avec les enfants, à la poussette, que sais-je, que de mettre tout dans la voiture et d'arriver jusqu'à destination. Donc il y a en effet ce bilan carbone qu'on a fait par marque, et puis toute une cartographie aussi des risques climatiques, qui est un peu macro pour l'instant, mais qui nous permet de nous adresser tous les sujets que vous avez évoqués, érosion du trait de côte, inondation. On voit notamment au Center Parcs Célette, qui est pas loin de Château-Thierry dans l'Aisne, que le niveau du lac a monté de 1,20 m en 20 heures. On a dû relocaliser 80% de nos clients. Donc le sujet, c'est de pouvoir montrer que ces sujets-là ne vont faire que s'amplifier, mais qui sont déjà là. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a l'écoute des personnes en interne. Et c'est avec des événements comme cela, peut-être, que vous arrivez un peu à rapprocher le mur, parce qu'on dit toujours on va droit dans le mur, mais on est déjà dedans, quoi. Donc ça permet de prendre des décisions plus rapides, ou les gens sont encore, chez vous, un peu attentifs? Ça accélère grandement la prise de conscience, et après, il faut être en proposition de solution. Parce que, en effet, ce qui est compliqué, on le voyait sur votre schéma, c'était le climat de la Normandie ou les aléas climatiques à horizon 2100. 2100, ça nous paraît hyper loin. Oui, mais c'est parce qu'on a fait une carte à 2100, mais on a fait des projections à 2040 et 2050. Et je peux vous dire que quand on a présenté sur l'axe Seine à 2050 les inondations régulières des sites Céveso, qui ne sont pas ici, messieurs le préfet, président de région et président de métropole ont tout de suite réagi en disant oui, vos projections, c'est 2040, 2050. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que 2100 peut, quelquefois,
c'est pour alléger aussi le discours, parce que si on commence à montrer les projections à 2050, à 2100, ça devient un peu rébarbatif, je dirais. Donc on présente tout de suite 2100, mais peut-être oui, qu'il faudrait aussi présenter des projections plus proches, mais il y en a, on en fait. Mais il faut penser aussi que malgré tout, 2100, c'est les enfants et les petits-enfants, hein, c'est la génération suivante, hein, donc c'est pas si loin que ça. Hein. Oui, mais pour un business, pour un business model, c'est un peu loin. Donc comment vous Oui, comme les élus, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pour les élus aussi. Oui, c'est un peu loin pour eux. Donc comment est-ce que j'ai lu que vous avez dit il faut changer de business model. Alors comment vous allez changer ça? Non, concrètement, ce sujet, par exemple, de prendre en compte l'artificialisation des sols et de se dire comment est-ce que je bâtis pour limiter cette artificialisation, le terme est terrible, soit dans le type de construction, soit dans le choix des terrains, par exemple en cherchant des zones qui sont déjà artificialisées, comme on l'a fait en Allemagne avec un site militaire, dont on réutilise les voies, dont on va réutiliser une partie des équipements existants. Ça c'est un des leviers. Et du coup, l'idée, c'est de mettre la petite graine, enfin plus que la petite graine, c'est de tracer cette trajectoire, de dire aussi en accélérant le scénario, c'est-à-dire que demain, il ne sera plus entendable pour une entreprise de s'installer autrement que sur des sites comme ça pour apporter un bénéfice vraiment au territoire. Ça, c'était déjà les leçons peut-être de Roibon, quand même, du bah, Center Park que vous deviez construire. Vous aviez toutes les autorisations, mais les gens n'en ont pas voulu sur la région. Complètement. Ouais. Et on peut dire chez nous un accident industriel, mais en fin de compte, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est pas parce qu'on a toutes les autorisations qu'on peut développer un projet. Et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que ce projet-là... Bon, le sujet est archi complexe. Hein, on ne va pas faire le débrief du sujet de Center Parcs Roibon et de l'AZ qui s'est mis en place là-bas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, jamais on développerait un projet comme ça. Jamais. Donc, cette idée que la trajectoire de zéro artificialisation nette, c'est ce vers quoi on doit tendre. Mais c'est un travail qu'on doit faire aussi avec les collectivités. Il faut trouver les sites qu'on peut investir, qui soient aussi bien placés quand même en termes de localisation, qui aient aussi des aides, notamment, pas forcément financières de l'ADEME, mais des aides à projets qui puissent valoriser une innovation, sachant que l'innovation pour des entreprises comme nous, c'est pas si simple en fait. En Normandie, vous avez repris des sites? Non, on est... Ah si, bien sûr. À Deauville, récemment, on a ouvert la dernière résidence qu'on a ouvert en juillet, est un site entièrement réhabilité. C'est un tout petit site. Hein. Cependant, il donne vraiment dans la baie de Deauville. Et donc, on a changé l'usage de ce bâtiment existant. Donc là, on a eu zéro impact sur les sols. Et par contre, on redonne vie à un bâtiment qui était plus occupé depuis un paquet de temps. Donc oui, là on est vraiment dans cette dynamique. Et l'idée, c'est le changement d'échelle, mais c'est accélération, changement d'échelle, c'est toujours les mots qui reviennent. Alors, avant de donner la parole à Clémentine, juste une question. Qu'est-ce que vous avez prévu comme budget pour cette transition? En fait, elle se situe à tous les niveaux. Elle se situe au niveau de l'offre, tous les leviers que tu évoquais. Quelle restauration, quelle mobilité, au niveau du bâti. Donc, c'est très intrinsèque. Mais je suis justement en train de budgéter tout ça parce qu'on veut démontrer ça. Après, en soi, vous donner des chiffres et vous dire que Center Parcs va investir les 480 milliers d'euros pour la rénovation énergétique de tel site, en soi, ça donne pas grand-chose parce qu'il faut voir ça à l'échelle du périmètre. Mais c'est le sujet de l'ampleur du budget qui est prévu pour ça. Oui, et pour moi, c'est important que ce ne soit pas un budget ad hoc. C'est un budget qui concerne l'ensemble de l'offre client, de la rénovation, du bâti. Okay. Merci beaucoup. Donc, Clémentine, quelles sont les premières réactions? Alors, les premières, il y en a plein, ça se bouscule sur le forum. Première question peut-être pour Émilie, mais j'ai quand même le sentiment que tu y as répondu en partie. Est-il prévu, une question d'Alexandre, est-il prévu de nouvelles ouvertures de Center Parcs qui sont souvent contestées pour la destruction d'espaces naturels qu'elles nécessitent? Alexandre
Alexandre Toucourt. Ah non, allez, je balance. Alexandre Tinévert. Non, mais... est-il prévu en France des ouvertures de Center Parcs? On étudie des projets. Par contre, plus que ouvrir ou pas un Center Parcs, la question c'est est-ce qu'on a bien pris en compte l'ensemble de l'impact sur l'environnement, sur le territoire de ce type de projet, et est-ce qu'on a entendu les contestations? Et là, c'est évident que oui. D'ailleurs, suite au sujet qu'on évoquait sur le Center Parcs en Isère, on a mis en place des concertations locales avec la CNDP ou faites nous-mêmes avec une tierce partite. En tout cas, il y a eu des Center Parcs ouverts depuis. Il y en aura un ouvert là dans Lot-et-Garonne l'année prochaine, et celui qui a été ouvert au Center Parcs en Allemagne est sur un site artificialisé. Mais bien entendu qu'on intègre toutes ces contestations qui sont pour la plupart du temps légitimes. Clémentine Dimagrine se demande du coup aussi, Émilie, est-ce que vous avez envisagé de réhabiliter des zones, par exemple des friches à l'abandon? Oui, on est en recherche active, mais je crois qu'on n'est pas les seuls sur ce sujet-là. Pour pouvoir continuer d'offrir de nouvelles destinations, après, je pense, encore une fois, c'est un vrai sujet de coopération locale, parce qu'en soi, aller chercher une friche, pour chercher une friche, c'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'on a envie de développer un projet touristique qui soit poreux avec le territoire, qui apporte quelque chose localement, qui réponde aussi aux attentes locales, qui permette de bonifier un site qui a été mis à l'abandon depuis plusieurs années. Enfin, Question pour Aude. Il y a eu plusieurs questions sur le numérique. Quelle est la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre en tourisme, puisqu'il semble que globalement, le numérique pollue plus que le transport? Ce serait intéressant d'intégrer aussi le poids du numérique dans votre prochain rapport. J'ai mélangé du coup aussi la question de Sébastien. Alors, le poids, on l'a pas. Par contre, c'est sûr que c'est pas négligeable du tout et c'est même en croissance. Donc, je note l'idée pour la prochaine édition. Et ça me permet juste de souligner que l'ADEME soutient financièrement les démarches d'éco-conception d'interface et de site internet, donc si vous avez besoin. Et également soutient la certification au label numérique responsable. Donc, voilà, si certaines personnes ont des besoins, n'hésitez pas. Une autre question de Jean-Michel B. Anonymous. Les annexes de l'excellente étude ADEME permettent-elles de distinguer été-hiver et montagne-ville, littoral-rural? À ce stade, non. Et je note aussi, du coup, pour la prochaine édition, d'avoir une approche par typologie. Ça peut être effectivement un plus, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Du coup, ça donnait aussi une question de Marie, plutôt pour toi, Aude, sur le tourisme interne versus réceptif. Est-ce qu'il vaut mieux un Berlinois qui va à Montpellier en train ou un Bordelais qui y va en voiture? Alors la voiture n'est pas précisée. A priori, il n'y a qu'un seul Bordelais dedans. Je n'ai pas plus de données, mais globalement... Pareil, ça mériterait de faire un scénario. Mais en tout cas, voilà, nous, les 6 profils types en tout cas, qu'on a construits sont dans le rapport. Après, sur le site de l'ADEME, si vous voulez faire des scénarios pour aller, vous avez un très bon outil qui permet de mesurer les émissions carbone selon votre destination et ça vous sort les émissions carbone par mode de transport. Donc, je vous invite à aller faire vos scénarios directement. Plutôt une question pour Benoît. Comment faire un repli, c'est Valérie qui nous le demande, comment faire un repli stratégique dans les régions en manque de foncier disponible? Je vais avoir du mal à répondre, bien évidemment, parce que là encore, un repli stratégique, ça implique énormément d'acteurs. Donc là, justement, notre phase prochaine du GIEC est de réfléchir comment on peut... en tous les cas pour le territoire normand, mettre toutes les options possibles sur la table en termes justement de repli stratégique. Et là, répondre comme ça de but en blanc, c'est impossible, quoi. Mais est-ce qu'il y a des zones qui ont été vraiment pointées en Normandie? On a eu les premiers réfugiés climatiques, c'était sur l'hôtel de Soulac.
Est-ce qu'il y en a de pointés en Normandie ou... En Normandie, il est clair que toutes les zones basses, Marais de 40 ans, Marais Vernier, toutes ces zones-là, effectivement, sont des zones problématiques, hein, pour ne citer que celle-là. Hein. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Sur le littoral aussi, toutes les valleuses seront soumises à des inondations à la fois par les rivières et par la mer et vont poser également souci, quoi. Une autre question de visiteur D5C2 complètement anonymous. Alors, comment fait-on quand le seul lien touristique viable est l'avion, le bateau pour certaines destinations? On est à 15 jours de transport. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces touristes? Comment on ramène des gens si on n'a pas d'autre solution que l'avion vis-à-vis de ce qu'on a pu voir dans l'étude? Comment un Chinois peut venir en France puis La question, c'est est-ce que déjà on ne peut pas développer le tourisme interne? Est-ce qu'ils sont obligés de s'appuyer sur le tourisme externe? Et puis ensuite, on revient à ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur la réflexion sobriété, efficacité énergétique et décarbonation. Ça, c'est vraiment une logique à avoir, ce triptyque. Et du coup, s'il n'y a pas d'autre choix que l'avion, s'interroger sur le taux de remplissage, sur la fréquence à laquelle on voyage, ou limiter le nombre. Je pense qu'il nous faudrait bien plus qu'une table ronde, parce que les questions sont beaucoup sur comment on fait, comment développer le tourisme qui pourrait aider à préserver Mayotte et ne pas y aller en avion. Là aussi, encore une question qui nous demanderait un petit peu plus de temps, il me semble. Paul, si je peux juste me permettre, nous on ne pourra pas aussi donner la solution magique, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, je pense que les acteurs des territoires doivent se mettre autour de la table avec cette réflexion vraiment de sobriété, d'efficacité énergétique et de réflexion sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc vraiment, c'est une organisation des territoires à avoir aussi. Benoît ? Oui, c'était quand on parlait de l'avion, effectivement, nous à l'université, typiquement, on est confrontés à ça dans nos recherches avec nos collègues chinois, américains, pour le développement aussi de nos étudiants. Donc on est en train actuellement de réfléchir comment limiter peut-être effectivement les déplacements en avion, mais sans les empêcher, parce qu'un étudiant, c'est une ouverture, c'est important l'ouverture à l'international. Alors on a des réflexions sur, effectivement, on peut peut-être augmenter la durée des séjours de nos étudiants, limiter, au lieu de faire revenir en milieu de séjour, ne faire qu'un déplacement en avion. On est aussi sur tout ce qui est colloque, on est en train de mettre en place les collègues qui vont présenter quelque chose, oui, ils vont à colloque, aller à un colloque pour écouter, non, on n'y va pas, quoi. Voilà, donc on essaie de limiter, mais à un moment donné, c'est important pour le développement de l'université, aussi l'international. Donc il faut trouver un équilibre. Hein. Voilà. Et pour le tourisme, encore plus, je dirais. Il y avait des voies effectivement d'exploration. Moi, je voulais en parler avec Kalima Deli, au niveau du Parlement européen. Par exemple, on a un passeport sanitaire maintenant. Est-ce qu'un passeport carbone est envisageable, puisqu'on parlait de ces 2 tonnes de CO2 par an? Qu'est-ce que vous en pensez? La mise en place d'un passeport. Je ne vais pas m'exprimer sur un passeport. En tout cas, nous, l'ADEME, on a des réflexions sur plutôt des outils de sensibilisation du grand public pour qu'ils puissent mesurer au fur et à mesure de leur consommation dans l'année où ils en sont par rapport à ces 2 tonnes. Voilà, en intégrant tous les postes de consommation de la vie courante. Voilà, c'est plus des réflexions comme ça. Oui, c'est bien d'avoir des outils de sensibilisation. Oui. L'outil de l'ADEME où on peut suivre, ça donne quand même une indication et se dire, oh là là, à un moment donné, on a explosé le chiffre. Ça, c'est un outil intéressant. Mais du côté des professionnels, il y a aussi une réflexion. J'avais lu un article où Kalima Deli, justement, s'exprimait aussi. Elle parlait d'un nouveau type de métier, justement, sur les réceptifs, on va dire, sur les gens qui... comment elle les a appelés ? Elle parlait d'un nouveau métier dans le Nouvel Obs, j'avais vu, de créateur touristique qui doit s'inventer avec des missions, justement, où ces créateurs touristiques doivent être en même temps de véritables champions du climat.
C'est-à-dire plus seulement sur la destination, sur les activités à faire ou quoi, mais être capable en même temps de mettre ça en rapport avec l'impact sur le climat de cette offre touristique. C'est-à-dire qu'il devrait avoir cette mission d'une manière plus complète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'intégrer vraiment cette dimension-là maintenant quand on est un acteur touristique sur un territoire. On peut en effet s'interroger de façon aussi plus globale. On a vu la loi Pacte qui touche d'ailleurs plus les PME sur cette notion de devenir société à mission ou se donner une raison d'être. Et je pense qu'on est quand même à un tournant aujourd'hui de se dire à quoi sert l'entreprise et est-ce que ce que vous avez à proposer apporte quelque chose vraiment à la société et quoi. Avec les vacances, nous on a défini notre raison d'être avec cette vision pour que chacun redécouvre l'essentiel dans un environnement préservé. Et l'essentiel, c'est passer du temps entre soi, avec ses amis, avec ses proches. Donc on revient à la substantifique moelle de ce que c'est que le tourisme. C'est quand même un moment de vacances, a priori dans un lieu pas forcément lointain, mais en tout cas qui nous déconnecte ou qui nous reconnecte à nos proches. Donc il y a cette notion d'évasion et du coup de se poser cette question de qu'est-ce que j'apporte et du coup comment est-ce que je peux apporter davantage. Nous, notre grande vocation, c'est de se dire quand on est sur un territoire, il faut qu'on maximise les bienfaits apportés à ce territoire. C'est pas seulement monétaire. C'est aussi en termes de visibilité de l'offre touristique en promouvant tout cela auprès de nos clients. C'est tout ce qu'on a évoqué sur la mobilité douce. On en parlait pas mal aussi de proposer des alternatives non carnées qui soient sympas et qu'on ait l'occasion de découvrir quand on est en vacances chez nous. Donc c'est aussi cette vocation-là d'être avec une ambition très humble, mais d'être à un moment de découverte d'autres choses qui soient désirables. Parce que si ce n'est pas désirable, on en a suffisamment parlé, Guillaume en parlait, on peut manger bio, bon et veggie et immémorable. L'année prochaine, on ne proposera qu'une option végétarienne. Voilà. Comme ça, tout le monde découvrira du bon dans l'assiette et du végétal. J'ai encore plein de questions sur le forum. Ce que je vous propose pour ceux qui sont dessus, c'est peut-être de mettre des petits likes, des petits cœurs sur les questions qui vous intéressent le plus. On ne pourra pas tout poser, je ne sais pas combien de temps il nous reste. On a Paul de Vauvert qui nous dit « Les touristes étrangers ont une forte intensité carbone due au transport, mais on voit aussi une intensité carbone supérieure de 50% en termes d'achat de biens touristiques. De remplacer ce tourisme réceptif ne va-t-il pas appauvrir les acteurs liés ?» L'appauvrissement, donc effectivement, des acteurs locaux. Sur un point de vue économique, c'est les données qu'on a, c'est qu'effectivement le panier moyen des touristes étrangers est plus important que les touristes internes. Après, l'ADEME, nous, on n'intervient pas sur le côté économique. Nous, on regarde le côté environnemental. Chacun est libre de juger ensuite de quelle politique il veut adopter dans son territoire. Mais en tout cas, sur l'aspect environnemental, le tourisme interne est moins émetteur. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Aude, au-delà du tourisme et du numérique, quid de la part de l'industrie de l'agroalimentaire dans les émissions de GES ? Vous pouvez répéter ? Hormis le numérique dont on a parlé et le tourisme, en comparaison, quelle part ça représente l'industrie de l'agroalimentaire ? On n'a pas regardé ce détail-là. On a regardé le post-restauration, le restaurant, mais pas la partie alimentation. Okay. Mais c'est une des parties les plus importantes de toute façon dans la restauration. Il y a le volet énergétique et le volet alimentation, c'est le numéro 1 dans les émissions. Question d'Alexandre aux réflexions. Est-ce que ça te paraît envisageable de rendre obligatoire la réalisation de bilans carbone pour certaines grandes structures touristiques ou pour une destination ? Au niveau des structures touristiques et des entreprises, il y a une obligation de toute façon de réaliser des bilans carbone des grands groupes et des entreprises. Après, sur les destinations, oui, nous, on encourage vivement à ce qu'il y ait des bilans de gaz à effet de serre qui soient faits dans les territoires, dans ce que je disais tout à l'heure. Petite question pour Émilie. Pierre et Vacances, vous avez des engagements depuis de nombreuses années, pas mal d'actions. Or, l'image du groupe est souvent mauvaise auprès du grand public.
Comment on lutte contre ces mauvaises perceptions? Comment tu arrives à repositionner l'image du groupe? Ça, je vous laisse juge parce que l'image du groupe sur ces sujets-là, je pense qu'en fait, on est à l'image de la France. Nous, on s'est développé à un moment pendant les années 70 avec l'acte fondateur qui était la création d'Avoria, au moment où la France avait besoin et était dans un plan montagne, était dans un plan de développement de stations balnéaires. Donc, on a nos 50 ans. L'important, c'est, je pense, de faire ce virage et de le faire en tentant d'accélérer, parce que le sujet, c'est quand même vraiment d'accélérer. On n'a plus beaucoup de temps, on a 10 ans, hein, pour infléchir cette courbe. Donc, en termes d'image, j'avoue que je m'en préoccupe assez peu et qu'on est plutôt dans l'action et dans le discours de preuve, c'est-à-dire de mettre, c'est toujours la même chose, de connaître ses impacts, de se dire voilà, notre bilan carbone c'est ça, où est-ce qu'on a des leviers, comment est-ce qu'on embarque les équipes en interne sur une trajectoire carbone, sur une trajectoire zéro artificialisation nette, et puis comment on se met des garde-fous aussi, parce qu'il peut y avoir des sorties de route. Et puis démontrer par les nouveaux projets qu'on peut être aussi, même si l'impact, ce ne sont pas nos nouveaux projets, on est d'accord, hein, l'impact c'est le bâti que nous exploitons, mais être exemplaire dans les nouveaux projets pour embarquer sur des solutions, encore une fois, qui sont désirables et qui sont peut-être une illustration de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Petite question pour Benoît. Les digues, une question de Delphine. Les digues peuvent s'apparenter à des bombes à retardement dont la maintenance pourrait engendrer des coûts faramineux. Y a-t-il une réflexion à l'échelle nationale, GIEC, État, région, pour accompagner les acteurs locaux dans des décisions qui peuvent s'avérer impopulaires? En tous les cas, oui, pour les digues, effectivement, hein, on sait très bien que... Alors, ça dépend de quelle digue on parle. Hein, si c'est une digue en littoral ou une digue sur le bord de Seine, effectivement, lors d'un événement, si une digue craque, on l'a vu à la Nouvelle-Orléans avec Katrina, les effets sont pires que s'il n'y avait pas eu de digue, parce que l'eau est concentrée à un endroit, et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que je parlais... à un moment donné, c'est une réflexion commune qu'on doit avoir. Où est-ce qu'éventuellement on implante des digues, et surtout où est-ce qu'on met nos zones tampons? Parce que plus que des digues, il nous faut des zones tampons pour laisser entrer l'eau. Et comme je vous avais dit, les digues, en tous les cas pour le littoral, hein, pour le recul du littoral, c'est pour se donner du temps. Voilà. Il faut être bien conscient de ça. Voilà. Il y a aussi peut-être des opportunités quand même liées au réchauffement climatique en Normandie. La fille qui casse l'envie. Il y a des petites structures dans la salle qui se demandent combien ça coûte un bilan carbone pour une petite structure, type un petit hôtel ou un restaurant, qui voudrait avancer et commencer, parce que tu disais tout à l'heure, Aude, la base, ce serait peut-être de commencer à faire son bilan carbone. Combien ça peut coûter pour une petite structure ? Alors là, je suis désolée, je ne vais pas me prononcer parce que je n'aurais pas la donnée comme ça. En tout cas, à titre d'information, nous, l'étude, elle a coûté, on était autour de 80 000 euros. Mais voilà, c'est une première étude. On était fallait tout créer, la méthode. Donc ce sera beaucoup moins à l'échelle d'une... voilà, si c'est pour reproduire la méthodologie à une plus petite structure, ce sera beaucoup moins, mais je ne peux pas me prononcer là sur un tarif. Sachant aussi qu'on peut accompagner financièrement ce type d'études. Donc voilà, il y a aussi... faut analyser la demande en fonction de la région. Et du coup, je vous invite à vous rapprocher de vos directions régionales ADEME, parce qu'il y a aussi des spécificités selon les régions. Alors, il est 12h04, on m'a donné jusqu'à 12h05. On va prendre peut-être une dernière question. D'Angela, économiquement, comment balayer des segments de clients des destinations? Parce qu'on a compris que c'était quand même peut-être un peu la solution, mais économiquement, comment ça va se passer pour les destinations? Je pense que ça soulève aussi des inquiétudes.
Moi, j'ai peut-être un élément de réponse. On se pose la question, par exemple, quand on a fait notre bilan carbone sur Pierre et Vacances, 4% des clients représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre dues à la mobilité. Donc, on voit bien que c'est l'emprise, enfin, l'impact de l'avion. Alors, ce sont aussi des estimations qu'on a faites parce qu'on ne connaît pas systématiquement. Enfin, c'est des grosses. L'intérêt du bilan carbone, c'est d'avoir des volumes. Dans les clients qui viennent en avion, on estime il y a des Anglais, notamment qui font un Londres-Genève pour aller dans les stations de ski, notamment sur Avoria. Donc, un des leviers pour nous, c'est de proposer ce package avec le retour qu'on a vu récemment du train de nuit, notamment entre Londres et Genève. Et donc, ça, c'est un des leviers qu'on peut avoir. Après, on se pose cette question. En tout cas, moi, je l'ai posée en interne. C'est pas facile. Tout dépend comment on pose la question, mais en tout cas, il faut la poser, de continuer à se développer sur les Antilles. Parce que dans ces 50%-là, dans les 4% de clients qui représentent 50%, il y a aussi les trajets vers les Antilles. Donc, mais c'est que 4%. C'est que 4% de clients. À la limite, si vous vous priviez de ces 4%, vous pourriez les trouver ailleurs, plus près. Allez dire ça à un directeur commercial et un directeur d'exploitation qu'on va faire des sites aux Antilles. C'est que 4%. C'est que 4% qui représentent 50%. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres enjeux que le carbone. Il y a l'enjeu social aussi. Il y a, voilà, il y a... L'enjeu social sur les emplois pour les centres. Les emplois, des emplois qui sont... Du coup, c'est des sites qui sont ouverts une grande partie de l'année. Donc, c'est vrai qu'on représente chacun, nous, on a l'air un peu siloté entre l'environnement, le territoire et les opérateurs, mais en fin de compte, on fait tous partie de la même... De cette même démarche de comment est-ce qu'on fait cette transition vers un tourisme socialement responsable, mais quand même environnementalement acceptable, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les domaines. Je vois des personnes qui applaudissent depuis tout à l'heure, et je pense que nous, dans nos discours, en tout cas, on parle de l'environnement parce qu'on est acteur de la transition écologique, mais je pense qu'il ne faut pas opposer les approches économiques et environnementales. Il faut les lier. Donc, pour moi, on n'est pas opposés les uns les autres. Comment on avance ensemble. Donc, voilà, on est nous dans cette démarche-là. Après, il faut arriver à concilier ces deux mondes. Effectivement, des fois, c'est un peu antinomique. On le voit dans plein d'exemples, pas que du coup dans le tourisme. Mais l'enjeu, il est là, parce qu'on ne peut pas avancer seulement avec l'intérêt environnemental, parce que on voit bien que l'adaptation, on voit bien, comme disait Lamia tout à l'heure, les enjeux environnementaux, ils sont à plus longue échéance. L'enjeu économique, il est à très courte échéance, et ce qui fait que ça amène des fois à des décisions qui sont un peu antinomiques. Mais il faut qu'on arrive à avancer ensemble parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Sinon, comme on disait, c'est aussi extinction de l'humanité. Donc, il faut raisonner à ces différentes échelles de temps. Et je pense que par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à passer le cap, parce que les enjeux sont à plus moyen, long terme. On a l'impression, du moins, mais en tout cas, les effets sont déjà là, mais on les voit moins. On a l'impression, mais c'est les actions qu'on met en place tout de suite qui auront des conséquences dans 20 ans. Mais je rejoins pleinement tout ce qui a été dit. Il ne faut surtout pas stigmatiser des professions. Ça a été le cas pour les agriculteurs. Et dernièrement, je suis allé à la Chambre d'agriculture donner une conférence, et j'étais surpris par toutes les initiatives qu'ils sont en train de mettre en place. Donc on a besoin de travailler plus ensemble, je dirais, pour réfléchir ensemble de façon, je dirais, quand on est plus nombreux à réfléchir, normalement ça doit peut-être être un peu plus intelligent, je dirais. Donc on a vraiment besoin de partager, puis besoin de partager aussi les initiatives qui sont mises en place. Là, on a parlé d'actions. Moi, souvent, je dis à l'échelle normande, ce qui me manque, c'est d'avoir... quand je rencontre pas mal de monde et j'entends toutes ces initiatives, et on n'a même pas de bilan, de synthèse de toutes ces initiatives qui ont été mises en place pour savoir ne serait-ce ce qui a marché, ce qui n'a pas marché aussi, pour pouvoir comment on l'adapte. Parce que l'adaptation, clairement, on s'adapte en fonction des spécificités du territoire. On ne s'adapte pas de la même façon si on est en Normandie ou si on est dans le sud de la France. Et même en Normandie, on s'adapte pas de la même façon quand on est sur le littoral, où on va être confronté, on a dit, à des problèmes d'inondation, recul du trait de côte, ou si vous êtes à l'intérieur des terres, vous allez avoir surtout des canicules. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour avoir participé à cette table ronde. Merci pour toute votre
vos questions, vos participations. Alors, comme on a parlé beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir qu'on fait le bilan carbone, nous, de ces universités du tourisme durable. Et ça, vous pouvez aller sur l'appli Sparkop. Puisqu'on on a financé un projet de solidarité climatique avec notre partenaire EcoAct. Et donc, vous allez dans Mon bilan carbone et vous pourrez dire comment vous êtes venu jusqu'ici, où est-ce que vous dormez. Et comme ça nous permettra de mesurer l'impact de l'événement et de compenser éventuellement. Donc, vous pouvez le faire là, pendant la pause ou à tout moment. Donc, le déjeuner se fera sous la forme de repas assis, c'est dans l'espace réceptif, où vous avez pris le café ce matin. Et on reprend les ateliers à 14h et on se retrouve à nouveau ici en fin de journée pour une restitution, pour la clôture à 17h45. Très bon appétit. Merci beaucoup. Alors, on me demande de vous dire que la salle 10 est remplacée par la 106. Ah, la 110 est